Vous écoutez Axon par capsule. Mais au fait, c'est quoi le genre? C'est juste une théorie, non? On disait sexe avant, on n'avait aucun problème. Eh bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour parler du genre d'un point de vue philosophique, nous avons posé nos questions à Thierry Hoquet. Avec lui, nous allons tenter de comprendre les enjeux conceptuels du débat et tenter d'y voir plus clair sur ces définitions qui invitent à nous remettre en question. Le genre d'un point de vue philosophique, c'est maintenant dans Axon. Je pense que c'est bien si on comprend, par exemple, un concept comme genre, si on le comprend par rapport, à son corrélat, qui est le concept de sexe. Le sexe, déjà, c'est quelque chose de très riche, mais on va dire pour tout le monde, pour beaucoup de gens, le sexe, c'est quelque chose de naturel. Donc il y a une dimension naturelle des êtres humains qui concerne le sexe et on va dire, qui touche d'abord la question de la reproduction, mais qui également, et c'est là que ça devient un peu plus ambigu, traverse aussi les personnes. C'est-à-dire que c'est pas seulement que les, individus humains, font du sexe ou ont des rapports sexuels ou, voilà, ou pratiquent un mode de reproduction sexuée. C'est aussi qu'on dit que les individus ont un sexe et que ce sexe-là justement il est conçu de manière, binaire, c'est-à-dire il y a, les mâles et les femelles. Et donc, ce qu'on traduit en général pour notre espèce, c'est qu'il y a les hommes et les femmes. Et si on va un peu plus loin, et c'est là que ça se complique aussi, c'est qu'il y a aussi du coup du masculin et du féminin. Quand je dis que enfin, que ça se complique, c'est parce qu'en fait, on voit bien que mâle-femelle, c'est des catégories biologiques qui sont compréhensibles dans une manière d'expliquer la reproduction, par exemple. Qu'on peut dire que les gamètes, par exemple, c'est-à-dire le spermatozoïde, les spermatozoïdes, les ovules, sont mâles ou femelles parce que justement, ils participent à la reproduction. On voit bien comment ça peut se traduire dans notre espèce, dans le fait qu'il y a des hommes et des femmes. En revanche, masculin et féminin, tout le monde sera d'accord, je pense, pour dire que c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est corporel, si c'est psychique, on dit régulièrement, si on évoque ces concepts-là, masculin-féminin, on va être spontanément amené à dire ah ben il y a du masculin et du féminin dans chaque personne, ou qu'une femme peut être masculine, un homme féminin, enfin voilà, donc ça devient plus compliqué. Et puis surtout, en fait, la grande différence, c'est que alors que euh, je pense, on va dire globalement qu'il n'y a pas d'androgynie au niveau de la reproduction. C'est-à-dire qu'en fait, en général, les individus font soit des ovules, soit des spermatozoïdes, soit rien du tout, mais il n'y a pas des individus qui feraient à la fois des ovules et des spermatozoïdes, comme c'est le cas par exemple chez les escargots, on va dire. En revanche, voilà, un hermaphrodisme, on va dire psychique, c'est-à-dire la combinaison de caractères masculins, féminins dans une même personne, ça, on le voit bien. Bon, je crois que déjà rien qu'en disant ça, en essayant de poser ce que c'est que le sexe, on comprend qu'il y a pas mal de complications dans ce concept de sexe. Du coup, comme il est naturel, biologique, lié à la reproduction, on est tenté de penser que le sexe est quelque chose d'universel. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, il y a des hommes, des femmes, et donc les sociétés sont construites à partir de cette dichotomie-là, à partir de ce dualisme-là. Il s'est passé plusieurs choses qui ont mis en crise en fait ce concept de sexe. La première chose, c'est les travaux de l'anthropologie, de l'ethnologie, c'est-à-dire le fait que
des caractères qu'on pensait associés de manière universelle et nécessaire à un sexe, en fait, variaient d'une société à l'autre. Et donc, en fait, des choses qu'on aurait eu tendance à penser universelles, l'agressivité des hommes, la douceur des femmes, ou bien le fait que les hommes vivent à l'extérieur et les femmes assurent le domestique, eh bien on s'aperçoit quand on fait un peu d'anthropologie que finalement c'est variable. Et donc on se dit, bah, il y a une dimension du coup de l'identité sexuée des êtres humains qui est variable. Et donc qui est peut-être pas liée à la biologie, à la reproduction, qui est peut-être pas codée de manière nécessaire dans les individus. Ça a été un premier élément important. Et je crois que le deuxième élément très important, ça a été tous les travaux cliniques qui ont été menés dans les années 50-60 aux États-Unis, et notamment sur la question des enfants, des personnes intersexuées. C'est-à-dire, là, de quoi s'agit-il? Il s'agit de personnes qui naissent avec des parties génitales qui ne sont pas les parties génitales typiques qu'on associe à un nourrisson mâle ou femelle. Donc, on s'aperçoit à ce moment-là que même dans l'espèce humaine, il n'y a pas de binarisme strict. C'est pas de l'hermaphrodisme au sens où les individus seraient capables de produire les deux types de gamètes, hein, comme chez les escargots. Les personnes intersexuées, elles peuvent être avec, par exemple, des chromosomes XY, mais ne pas avoir de pénis en partie génitale externe. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas seulement deux chromosomes sexuels, XY ou XX, mais qui n'ont qu'un chromosome, des X0. Il y a cette question de l'intersexuation, c'est-à-dire de personnes qui n'entrent pas dans le dualisme strict tel qu'on se le représente. Alors, j'ai dit que ce n'était pas de l'hermaphrodisme strict, puisqu'il n'y a pas de production des deux types de gamètes. Je peux dire également que ce n'est pas de l'androgynie non plus, en fait. Hein. C'est pas parce que androgyne, le terme, c'est qui rassemble les caractères des deux sexes. C'est pas des hommes-femmes ou des femmes-hommes, non. Ce sont des individus qui n'entrent pas dans les catégories telles qu'on se les représente. Alors on peut, et on les a longtemps considérés comme du coup des monstres, des ratés, etc. Elles dérangent la classification administrative des personnes, et en particulier quel prénom on leur donne, quel sexe on écrit sur leur état civil. C'est-à-dire en fait, vous aviez un enfant, par exemple un enfant qui naissait avec un micro-pénis. On disait ce pénis ne sera jamais fonctionnel de manière à pénétrer une femme et voilà, à avoir des rapports hétérosexuels satisfaisants. Donc, on va amputer cette structure inutile et puis on va élever cet enfant dans le genre fille. On va élever cet enfant comme une fille, c'est-à-dire on va en faire une fille. L'éducation serait toute puissante et donc du coup le médecin et le psychologue seraient en mesure, si vous voulez, d'engendrer des personnes selon un sexe. Voilà, l'individu, en fait, c'est une sorte de table rase, c'est-à-dire c'est un support plastique dont l'éducation peut tout faire. Est-ce que l'éducation est vraiment toute puissante sur les personnes? Est-ce qu'on peut faire, à partir de n'importe quel bébé, n'importe quel type de personnalité? Ce que la nature nous lègue concernant les parties sexuelles n'est peut-être pas si déterminant que ça concernant nos personnalités. Et donc là, il y a cette question qui surgit de savoir qu'est-ce qui dépend de la nature, en fait. Qu'est-ce qui dépend de notre fond naturel? Et c'est comme ça que la problématique du genre, elle apparaît. La problématique du genre, elle apparaît quand on se dit que finalement, dans les différences qui sont codées sexuelles, eh bien, il y en a sur lesquelles on peut agir, et il y en a sur lesquelles on peut peut-être pas agir ou moins agir, mais en fait, tout ne dépend pas de la nature, en fait. Que le sexe ne dépend donc pas de la nature, et c'est ça qu'on a voulu appeler genre. Alors c'est intéressant parce que moi, ce qu'il m'avait semblé comprendre en quelque sorte, ou au moins comme point de départ, c'était qu'il y avait en quelque sorte deux axes.
Il y avait un axe sexe avec mâle-femelle, qui était matériel en quelque sorte, biologique, et un axe culturel, le genre, avec le masculin-féminin. Et qu'on pouvait, par exemple, positionner des gens sur un axe ou sur un autre indépendamment. Mais là, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est que finalement, cette distinction, elle est peut-être un petit peu artificielle. En fait, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire, c'est comme ça, si on veut définir les choses simplement, c'est comme ça qu'il faut le dire. Chaque personne, elle se situe, voilà, elle a un certain équipement biologique, ça sera son sexe, et puis elle est aussi, disons, elle se situe aussi sur un axe culturel, social, elle joue des rôles, etc., et ça sera son genre. Pourquoi c'est pas si simple, en fait? C'est parce que chacun des deux concepts prétend phagocyter l'autre. Ça veut dire que d'un côté, il y a des biologistes, des psychologues, qui pensent que, en fait, tout est sexuel. C'est-à-dire que tout, en fait, à la fin, se réduit à des dimensions biologiques, ou se traduit en dimensions biologiques. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous faites, ce que vous choisissez de faire dans votre vie, bah, c'est en fait, c'est lié à votre équipement biologique. Je ne vais pas dire à vos chromosomes, à vos gènes, mais en fait, tout. Alors, je m'explique. Ça sera le programme, on va dire, naturaliste qui veut généraliser le sexe à tout, en fait. Donc, par exemple, si les filles sont moins bonnes que les garçons en maths ou réussissent moins en mathématiques que les garçons, bah, c'est pas lié au fait de leur éducation. Vous aurez beau faire, vous n'y arriverez pas. C'est lié à quelque chose de biologique, on va dire, de naturel. C'est comme ça. C'est lié à l'identité sexuelle des personnes. Donc ça, c'est un exemple qui a été beaucoup discuté. Alors, pourquoi, comment, chercher les mécanismes de comment le fait d'avoir tel chromosome, ça vous donne des compétences en mathématiques. Ça, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, c'est ça le programme, en fait. C'est dire que toutes les différences, finalement, donc là, j'ai donné une compétence intellectuelle, on va dire, mais ça marche aussi pour les comportements, tous les comportements, le fait de jouer avec des poupées plutôt qu'avec des camions, le fait de manger de la viande ou pas, le fait d'avoir tel type de sexualité, et même finalement peut-être le fait d'avoir telle identité sexuée, c'est-à-dire de dire ben, moi je me sens homme, moi je me sens femme, tout ça, ça serait codé quelque part en vous. Ça, c'est le programme naturaliste qui généralise le sexe et qui, du coup, ne laisse plus aucune place pour le genre, en fait, puisque même les choix de jouer, même tout devient sexuel. Et de l'autre côté, ben vous avez, au contraire, un programme qui va dire, en fait, non, tout ça, c'est du genre. C'est-à-dire, en fait, tout ça, c'est social. C'est-à-dire, même la manière dont on se raconte les sexes, même la manière dont la biologie explique les choses, tout ça, c'est culturellement situé, culturellement daté. Regardez, en fait, on ne parle de chromosomes que depuis, on va dire, le tout début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. Donc, c'est extrêmement récent. Donc, en fait, tout ça, ce sont des modèles qui ont été construits par des humains dans des sociétés données. Et donc, on peut le changer. On peut raconter les choses différemment. Et peut-être même qu'on aurait avantage et intérêt à changer nos récits concernant toutes ces affaires sexuelles, parce qu'elles sont particulièrement des lieux investis de pouvoir, de relations de domination, de hiérarchie, etc. C'est pour ça que je dis que sexe et genre, en effet, au départ, il y en a un qui désigne le sexe et l'autre qui désigne le social, enfin le biologique et le social, pardon. C'est deux manières de penser la réalité humaine, en fait. L'une à partir du biologique qui potentiellement explique tout, et l'autre à partir du social qui est extrêmement également déterminant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux manières de lire le monde humain, la réalité humaine, elles sont l'une et l'autre extrêmement pertinentes et perspicaces parce que, en fait, dans nos vies individuelles, on est en permanence ballotté de l'un à l'autre. On ressent dans nos existences des régimes de contraintes, des réalités qui ne dépendent pas de nous dans l'un et l'autre registre. Je n'ai pas choisi d'avoir le corps que j'ai. Hein, ça, on pourrait dire que ça serait le mur sexuel que l'on rencontre. Hein, c'est-à-dire, en fait, on choisit son corps dans une perspective extrêmement restreinte, finalement. Ça demande un interventionnisme extrêmement
courageux, si vous voulez, de transformer son corps. J'ai pas choisi ma taille, par exemple. J'ai pas choisi d'avoir les cheveux que j'ai, la nature de cheveux que j'ai. J'ai pas choisi plein de choses. Les poils qui poussent sur moi, je les choisis pas. Enfin, il faut que j'intervienne en permanence pour essayer de lutter contre ça. Donc ça, il y a ce mur sexuel, hein, cette contrainte sexuelle très forte qui pèse sur nous. Et puis, il y a aussi des contraintes très fortes concernant le genre. Quand on s'éveille, si vous voulez, à la vie sexuelle, quand on réalise, qu'on accède à tout un type de rapport nouveau, voilà, de pratiques nouvelles, on se dit, mais en fait, il y a plein de choses que j'ai pas choisies, en fait. Plein de choses qui relèvent de mon éducation, de la société dans laquelle j'ai grandi. Et si j'avais grandi dans une autre société, dans une autre famille, à une autre époque, qu'est-ce que j'aurais été comme personne? Dans nos identités et dans la manière dont on les exprime, il y a quelque chose qui paraît extrêmement lié au contexte, à l'environnement, au milieu, à l'ici et au maintenant, en fait. Qui ressort de ce que vous dites, j'ai l'impression qu'en fait, on peut trouver consensus sur le fait que ces deux axes existent, mais en quelque sorte, chaque courant d'idées ou chaque chapelle, peu importe comment on les appelle, va pas attribuer au même axe les mêmes causes de comportement ou de réalité. Qu'en quelque sorte, la dispute, elle est autour de ce qu'on attribue à la part sexuelle, à la part biologique, et ce qu'on attribue à la part culturelle. Est-ce que c'est pas peut-être le signe que finalement, il nous manque les outils conceptuels pour penser clairement ce problème-là? Pour moi, le fait est que nous sommes indissociablement l'un et l'autre, c'est-à-dire des humains sans biologique, ça n'existe pas, et des humains sans culture, ça n'existe pas. Donc en fait, on est toujours, dès la naissance, pris dans des systèmes qui sont à la fois, Donna Haraway a dit nature-culture, des systèmes bioculturels, voilà, donc c'est impossible de dissocier les choses en nous. Alors, je sais que les généticiens, par exemple, vont essayer de mesurer la part causale des gènes, la part de l'environnement. Donc, il y a des propositions comme ça de faire la part des choses. Mais pour moi, comment dire, à partir du moment où on accepte l'idée qu'on va pouvoir séparer les parts, on a déjà en quelque sorte tranché la question dans un sens. Ce qui est intéressant peut-être de se poser comme question, c'est de savoir, par exemple, si on cherche à dire, par exemple, l'homosexualité, c'est biologique, ou la transidentité, puisque c'est ça notre objet aujourd'hui, c'est biologique. La transidentité, c'est biologique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les personnes qui disent qu'elles veulent changer de sexe ou qu'elles ne sont pas de leur sexe, etc. Tout ça, en fait, finalement, ça serait biologique, ou bien ça serait culturel. Quel est le sens de ces questions-là, en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ces choses-là? Et quel type de pratiques sont derrière, en fait? C'est ça, finalement, qui nous importe. Au fond, ça nous intéresse de situer ces questions de part et d'autre du grand fossé, on peut dire, de la grande division entre sexe et genre. Ça n'a de sens que parce que, finalement, derrière, il y a des légitimations différentes, une acceptabilité différente, une possibilité d'intervenir différente. Peut-être que le problème qui se cache derrière cette question nature-culture, c'est que pour, on va dire, le grand public, ce qui est naturel, c'est ce qui est nécessaire. Donc finalement, je peux rien faire, je suis comme ça, il faut m'accepter. Et par contre, ce qui est culturel, c'est contingent. C'est-à-dire, on peut me transformer et éventuellement, dans le pire des cas, j'ai envie de dire, me rectifier. Et je fais référence ici, par exemple, aux pratiques des thérapies de conversion et ce genre de choses-là. Donc peut-être que ça aussi, cet arrière-fond, c'est pas un impensé, mais c'est un présupposé, crispe un peu le débat autour de cette question. Est-ce que ça appartient à quelque chose de naturel ou est-ce que ça appartient à quelque chose de culturel? Oui, bien sûr, que ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire, par exemple, que si il s'agit des transidentités comme d'une réalité biologique cachée quelque part dans la réalité essentielle de l'individu, on pourra l'identifier et intervenir ou accepter des demandes de transition venant de personnes très très jeunes, d'enfants. Voilà. Alors que si on se dit, ben, en fait, la transidentité, c'est quelque chose de plus compliqué que quelque chose de simplement biologique, mais c'est quelque chose aussi qui dépend de la société, c'est quelque chose qui dépend de la structure familiale, des rapports symboliques qui se passent, qui se nouent dans la famille, que notre identité sexuelle, c'est quelque chose qui doit être construit autour du temps et qui, voilà. Ben là,
il y a plus de place pour une discussion et donc peut-être pour plus d'intervention. Et donc, on voit finalement qu'en fait, ce qui est très bizarre dans cette affaire, c'est que finalement, le biologique n'est pas nécessairement l'argument qui soutient une sorte de répression. Au contraire, c'est-à-dire quand on dit bah, telle est mon identité et c'est comme ça, c'est-à-dire c'est quelque part, c'est écrit, bien, on se met à l'abri de toute discussion concernant cette identité. On tend à mettre à l'écart finalement l'histoire et la société et on dit n'intervenez pas là-dessus, je suis comme ça. On l'a vu dans l'histoire de l'homosexualité, c'est-à-dire comment des militants homosexuels ont pu dire en fait, ça n'est pas un choix, c'est ma nature. Et je pense que ces questions-là, elles ressurgissent peut-être un peu différemment, mais elles ressurgissent dans la question trans aujourd'hui. À chaque individu correspondrait une essence, une nature, une identité qui serait quelque part en fait, et qui serait pas l'objet effectivement d'une construction, d'une invention, d'un arbitraire ou d'un choix. Effectivement, ce sont des questions, on peut les traiter sur le plan théorique, mais au fond, à la fin, ce que je trouve important, c'est de rappeler qu'il y a effectivement cette question d'acceptabilité et de sentiment de qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on entend la parole des personnes aussi? C'est aussi comment les personnes elles-mêmes se racontent. La question de la transidentité, elle s'est pas toujours posée de la même manière que la question de l'homosexualité, par exemple, ne s'est pas toujours formulée de la même manière. Si vous naissez avec certains désirs, ou si dans le cours de votre vie, vous ressentez des désirs pour une personne du même sexe et que vous êtes, je sais pas, en France ou en Allemagne à la fin du 19e siècle, les modèles dans lesquels vous allez pouvoir vous penser, ce sont des modèles comme par exemple celui de l'inversion ou de la perversion. Ou voilà, donc c'est ça les termes qu'on vous propose. Si vous naissez dans les années 1970 aux États-Unis, vous allez être gay. Et gay, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, en fait, c'est une identité positive, c'est une identité qui n'implique pas nécessairement de féminité de la personne qui ressent des désirs pour une personne du même sexe ou de masculinité de la lesbienne. Enfin, vous voyez, donc c'est un autre modèle et donc ce sont d'autres trajectoires. Et de la même manière, aujourd'hui, je dirais, si vous êtes né il y a 15 ans ou 20 ans, vous grandissez, vous évoluez dans un monde dans lequel il y a des nouvelles possibilités d'identification qui n'existaient pas il y a 30 ans, il y a 40 ans, etc. Ce à quoi je suis très sensible, c'est ce que j'appellerais, avec une formule que j'emprunte au philosophe Ian Hacking, qui est la formule du nominalisme dynamique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des catégories qui existent et qui transforment la réalité. C'est-à-dire, en fait, les concepts dont on dispose, non-binaire, queer, gender fluide, etc., par leur simple existence, par leur simple disponibilité, qui est récente, ou en tout cas leur popularité extrêmement récente, par leur simple existence, ils transforment la réalité. Ils ont un pouvoir, c'est ça, nominalisme dynamique, c'est que les noms ont un pouvoir de transformation de la réalité. Quand une catégorie apparaît, elle ne sert pas simplement à décrire des réalités qui existent, elle transforme aussi la réalité au sens où, s'agissant des personnes humaines, il y a des personnes qui s'en emparent en fait. Elles deviennent des supports d'identification pour les personnes. Tout à coup, on entend un mot et on dit mais oui, mais en fait, c'est ça en fait. C'est ça que je suis, c'est ça dont je suis victime. Je pense à des termes comme, je sais pas, grossophobie par exemple. Tout à coup, bah oui, en fait, Ça, c'est très intéressant parce que on peut avoir l'impression, on va dire dans le grand public, dans la sphère, médiatique et cetera, qu'il y a une sorte de combat pour essayer de dire: «C'est comme ça que les choses se passent, c'est ma théorie qui est meilleure que la vôtre pour, expliquer, réellement ce qui se passe». Alors qu'à vous entendre, parler, j'ai l'impression que ce qui fait le fond, intéressant, l'enjeu peut-être des questions qu'on se pose depuis, en particulier, une dizaine d'années, où ça a pris un peu le devant de la scène, dans le débat médiatique en tout cas, c'est une gigantesque interrogation, et une sorte de
production de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour tenter de repenser la question, en quelque sorte. Et que le rôle de toute cette recherche, dans le sens le plus large possible, c'est une tentative de chercher peut-être un nouveau paradigme dans lequel penser l'identité. Tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et je pense que c'est tout à fait juste, je vais prendre un exemple dans le célèbre acronyme dont on se moque souvent parce qu'il est devenu un peu voilà, polymorphe et monstrueux. Hein. Au départ, on avait LGBT, et puis maintenant, on a LGBTQIA+, etc. Donc, je vais pas expliquer ce que veulent dire chacune de ces lettres. Je vais juste me concentrer sur le célèbre, non, le mystérieux Q qu'il y a dans LGBTQ. Qu'est-ce que c'est ce Q, justement, dans cet acronyme? Alors, L, c'est, on va dire, lesbienne, G, c'est gay, B, c'est censé être bi, T, trans, Q, qu'est-ce que c'est? Alors, des fois, on dit c'est queer, en fait. Mais en fait, queer, précisément, n'est pas une identité. Donc, c'est pas queer, en fait. Le Q vaut pour questioning, donc en questionnement. En questionnement. Et c'est très important que Q ne soit pas queer, en fait. Pourquoi? Parce que queer, précisément, c'est une tentative pour déconstruire toutes ces identités catégorielles, séparées, closes sur elles-mêmes, etc. Donc c'est très important que queer, justement, soit quelque chose d'orthogonal à toutes ces différences-là, qui est une série d'identités, mais queer, c'est autre chose, c'est sur un autre plan. Pour développer un petit peu là-dessus, moi, ce que j'avais compris de queer, c'était que ça marquait une forme d'adhésion à l'idée que finalement, il y a autant d'identités et de sexualité qu'il y a d'individus. Et essayer d'enfermer les gens dans des grands groupes, c'était déjà les rendre prisonniers en quelque sorte. Queer, justement, c'est une réflexion menée sur ces identités-là. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le fait que toutes ces identités, en fait, elles ont une histoire, elles ont une formation, hein, et puis elles poursuivent des programmes politiques qui sont pas nécessairement compatibles entre eux, ou c'est pas forcément des gens qui s'entendent, qui se comprennent, qui se parlent. Donc c'est pas juste qu'il y a une liste qui s'allonge à l'infini, c'est aussi qu'il y a pour moi, il y a aussi des générations qui se rencontrent dans cet acronyme-là. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de les mettre ensemble, ou que on a créé cet acronyme? C'est un peu pour dire, il y a dans ces questions de minorité sexuelle une possibilité d'allégeance, de compréhension commune, dans le sens où c'est des combats ou des réalités ou des pratiques qui transforment la société profondément, dans la mesure où où ces pratiques déconstruisent, on va dire, le modèle hétérosexuel, le modèle de la famille, le modèle monogame, le modèle du couple. Vous voyez déjà, il y a beaucoup de dimensions qui sont travaillées. Le modèle du binarisme, hein, parce qu'en fait, chacune de ces identités, elle pose des questions complètement différentes et qui ne sont pas nécessairement, je veux dire, les mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gays, par exemple, comprennent de la transidentité? Ben, je suis pas sûr que, voilà, je veux dire, à mon avis, ça demande autant de travail à un gay de comprendre la transidentité qu'à un hétéro, voilà. Pour moi, il n'y a pas de, comment dire, d'immédiate compréhension et proximité entre ces différentes problématiques. Donc, ce qui fait qu'on les rassemble, c'est, je pense, un message politique, hein, c'est une sorte de militantisme et de sentiment d'une communauté de problèmes par rapport à une société dont les structures principales ou dont les modèles principaux sont, on va dire, l'hétérosexualité dominante et obligatoire. Voilà. Au final, j'ai l'impression dans ce que vous dites qu'il y a un enjeu qui est encore plus grand finalement que la question du genre ou du sexe derrière, qui est en fait la tendance qu'on a conceptuellement dans l'histoire des idées à justement produire en quelque sorte des axes ou des pôles, dans le pire des cas, avec un plus et un moins. Je veux dire, dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des symboles, ça va être évidemment masculin-féminin, ça va être le soleil et la lune, ça va être la courbe et la ligne,
ça va être le bleu pour le passif et le rouge pour l'actif et ce genre de choses-là. Et que finalement, derrière ce débat autour du genre, il y a la recherche effectivement d'un autre paradigme de pensée qui accepterait qu'il puisse y avoir, c'est peut-être quelque chose de plus individualiste, c'est-à-dire l'idée qu'il peut y avoir plus que deux pôles on va dire, dans la version soft, qui est un axe sur lequel on peut se positionner d'un point à un autre, mais on peut aller encore plus loin et dire qu'il n'y a même pas d'axe, que finalement, il y a autant de pôles qu'il y a d'individus, en quelque sorte. Oui, en effet, disons que on peut dire qu'effectivement, la société, elle est structurée selon des modèles binaires et que du coup, il y a quantité de réalités qui n'entrent pas dans un schéma où il y aurait que deux boîtes. Donc, il y a nécessité de travailler soit à créer des boîtes supplémentaires, soit à déconstruire ces boîtes pour faire entrer ou accueillir des réalités humaines, des identités plus riches, plus diverses que celles qu'on croyait au départ. En fait, c'est assez compliqué cette affaire. Et effectivement, comme vous disiez, comment déconstruire le binarisme? La première manière de faire, ou la plus simple, c'est de dire, en fait, il y a tout un continuum de formes. Et puis dans ce continuum, on se situe à différents stades, différents degrés, différents points de la ligne. Et donc, il n'y a pas de boîte parce qu'il y a il y a un continuum de formes. Ce qui fait que c'est un peu compliqué de penser comme ça, c'est qu'en fait, quand on est dans un continuum sur une ligne, effectivement, on reste encore dans un schéma binaire, l'air de rien. Parce qu'en fait, il y a quand même deux pôles extrêmes aux deux extrémités de la ligne. Et puis, en fait, on pourrait imaginer qu'en fait, les points, c'est-à-dire les individus, sont beaucoup plus situés au niveau des extrémités, que donc au milieu, il n'y a pas grand monde. Enfin, voilà, on pourrait, comme ça, isoler sur la ligne des regroupements statistiques un peu, où on verrait où il y a beaucoup de monde et personne ou pas grand monde. Et puis, en fait, encore, la ligne, elle reste encore polarisée, en fait. Donc c'est pour ça que je pense que vous aviez raison de dire qu'il y avait aussi une autre manière de penser la critique des dualismes en disant, en fait, il faut même pas supposer une ligne, en fait, parce que supposer une ligne continue, c'est encore polariser, hiérarchiser les formes. Donc, créer plusieurs lignes, voilà. Donc, ou partir sur l'idée qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a que des points, en fait. Ça, c'est important, mais en même temps, ce que je voudrais dire peut-être, c'est que, comment dire, quel est l'usage qu'on fait de ces dualismes? Et est-il si sûr qu'on puisse totalement s'en passer? Les dualismes, on les envisage de différentes manières. D'une part, ils sont donnés. Par exemple, la différence des formules chromosomiques, la différence des gamètes qu'on produit, etc. Tout ça, c'est pas des réalités de choix. Le fait qu'il faille deux gamètes pour faire des enfants, c'est ça qui fait que les partisans de la nature disent mais non, mais tout n'est pas construit, arrêtez en fait. De l'autre côté, on va avoir ceux qui vont vous dire mais si en fait on peut tout construire ou on pourra tout construire. Donc ça va être gamètes de synthèse, par exemple, ce que j'appellerais la reproductique, c'est-à-dire toutes les techniques d'assistance à la procréation, etc., produisent quantité de choses qui font que ce que je vous dis là sur le dualisme des gamètes, etc., je suis pas sûr que je pourrais le redire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Voilà, donc il y a des choses qui se passent, en effet, assez vertigineuses, hein, concernant la manière dont on fait les enfants, parce que c'est ça aussi la question derrière tout ça. Donc, bon, je disais, les dualismes sont sur plusieurs plans. Il y a, on va dire, pour l'instant ou encore aujourd'hui, un certain nombre de dualismes qui sont inscrits dans la nature biologique des individus. Peut-être qu'on reviendra dessus bientôt, mais voilà. Ensuite, au début, voilà, on pouvait dire il y avait deux sexes et du coup deux genres, mais en fait, on voit aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, en fait, des sexes, il y en a pas seulement deux, parce qu'on voit aussi qu'il y a toutes les différentes conditions intersexuées, etc., qui font que il y a une réalité humaine qui est plus diverse que simplement les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes. Et puis, au niveau des genres, on voit bien qu'il n'y a pas que deux genres, mais que, effectivement, il y a toute une panoplie, richesse d'identité qui est possible d'adopter
et que non seulement ces identités ne sont pas nécessairement raccord avec des anatomies, des morphologies, des aspects biologiques, mais aussi qu'on peut en changer au cours de la vie. Voilà, donc il y a une pluralité de sexes, une pluralité de genres. Voilà, donc le binarisme ici, il est chamboulé, on va dire. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut vraiment se passer des binarismes? Je vais donner 2 exemples ici pour vous montrer un peu l'évolution, je pense, de la chose. Pendant longtemps, par exemple, la question trans, elle a été pensée uniquement à partir justement des binarismes. C'est-à-dire qu'en fait, être trans, c'était être une femme prise dans un corps d'homme ou bien être un homme pris dans un corps de femme. Donc on faisait une différence entre, on va dire, un sexe psychique ou une identité sexuée et puis un sexe anatomique, biologique, qui était aussi le sexe d'état civil. Et donc, c'était le modèle qu'on appelait celui de la dysphorie de genre. Et donc, c'était, on va dire, c'était la parole obligatoire pour les personnes trans qui choisissaient une transition. Il fallait dire, ben, en fait, je me sens comme ci, comme ça. Et donc, il y avait quelque chose de très, disons, la question trans était vraiment enfermée, affixée dans des coordonnées binaires, en fait. Et donc, pour entrer dans les catégories médicales, chirurgicales, qui autorisaient la transition, il fallait correspondre à ces coordonnées-là. Je ne dis pas que ça n'existe plus, ça existe encore, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui se pensent encore dans ce schéma-là. Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui se pensent encore dans ce schéma-là. En revanche, la question trans, elle a changé dans ses coordonnées aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus nécessairement affixé au binarisme. C'est-à-dire, il y a une possibilité de passer tout simplement. C'est-à-dire que le trans de la transition n'est plus un mouvement unidirectionnel qui va d'un pôle à l'autre, avec un point d'arrivée et un point de départ. Le trans devient un objet en lui-même, en fait, c'est-à-dire le plaisir de passer, et on peut passer comme ça, d'un sexe à l'autre, d'un genre à l'autre, d'un rôle à l'autre, d'un jour à l'autre, j'allais dire, pas nécessairement dans différentes périodes de sa vie, mais donc on n'est pas supposé ou condamné à se déclarer une identité fixe. Donc c'est important d'entendre du coup dans trans comment transidentité au pluriel, ça peut prendre la forme en fait de une indétermination de l'identité, un refus d'être assigné à une identité, fixé à une identité, condamné à une identité, comme vous voulez. Enfin voilà, mais d'être le choix de ne pas choisir. Choix de ne pas choisir qui lui-même n'est pas, comment dire, nécessairement définitif. Oui, en fait, ce serait la mobilité qui fait la transidentité. Oui, le trans serait vraiment entendu dans son sens propre, le sens de passage, de transition, et donc ça serait une question de fluidité, oui, de mobilité, fluidité. Ce qui est important, c'est de dire, si je dis ça, on va me dire, mais en fait, je suis sûr qu'il y a des personnes trans qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce modèle de la transition, qui se reconnaissent au contraire dans l'ancien modèle, c'est-à-dire, en fait, mais non, mais en fait, moi, je veux devenir une femme, moi, je suis une femme, ou un homme, voilà. Je pense, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, à mon sens, il y a des manières de penser la question trans qui ne remettent pas tant que ça en cause la question de la binarité. Mais il y a au contraire des versions de la question trans ou des itinéraires trans qui, au contraire, remettent en cause la question de la binarité très fortement, parce que notamment, en fait, du coup, non seulement il n'y a pas d'identité stabilisée, mais même s'il y a une identité stabilisée, il n'y a pas de nécessité de mettre en concordance les parties anatomiques, donc l'appareil génital et l'identité d'état civil. Donc en fait, je peux choisir de faire une transition, c'est-à-dire changer de sexe à l'état civil, performer l'autre genre, changer de prénom, etc. Mais je ne suis pas obligé d'avoir de transformation chirurgicale. Je ne suis pas obligé de prendre des hormones. Je ne suis pas obligé de... Ou alors je peux avoir telle ou telle, comment dire, modification de chirurgie esthétique, on va dire, mais ne pas transformer ou, voilà, mes parties génitales. Donc en fait, il y a vraiment plein de cas de figure différents. Et ça, c'est très important parce que
Moi, quand j'étais jeune, la seule manière de penser ce qu'on n'appelait pas encore la question trans, c'était la figure des travestis, en fait. C'est-à-dire des gens qui s'habillaient dans l'autre sexe, c'était la cage aux folles, c'était voilà. Et mais aujourd'hui, je pense que les formes de la transidentité sont infiniment plus diverses. Peut-être le dernier point que je pourrais dire, c'est un peu ce que moi j'ai essayé d'expliquer quand j'ai fait euh, mon conte philosophique Sexus Nullus. C'était en fait l'idée qu'il y avait... En gros, voilà, c'est ça. C'est la difficulté que nous avons en tant qu'être humain à comprendre ce que c'est qu'être un être humain et à nous situer sur le plan d'un être humain. D'être humain, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour être humain? Et est-ce que être humain, ça veut dire nécessairement avoir une identité sexuée, avoir une identité d'homme ou de femme? Comment ça s'articule être humain avec être un homme, être une femme, être une personne d'un autre sexe? Et ça, c'est très important parce que ça pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a nos sexes indiqués sur nos papiers d'identité. Il n'y a pas tout décrit sur nos papiers d'identité. On n'a pas besoin de boîtes supplémentaires pour nous diviser. La religion n'est pas écrite. Je dis ça parce que dans d'autres pays, ça peut être écrit. Voilà. Et je trouve moi, très important que ça ne le soit pas. Et pourquoi est-ce que le sexe d'état civil, voilà, ou un sexe est écrit sur nos papiers d'identité? À qui ça sert en fait? C'est ça la question que j'ai voulu poser dans cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui se sentent à l'aise là-dedans, beaucoup de gens qui s'y sentent pas à l'aise non plus. Et du coup, comment est-ce qu'on travaille à partir de cette obligation d'inscrire quelque chose sur la case sexe, sur la carte, les papiers d'identité, les actes d'état civil, etc. Mais aussi sur le statut, votre statut sur les réseaux sociaux ou alors, donc, et en fait, la question qui se pose ici, c'est de savoir si ce qu'on doit faire, c'est ajouter des cases supplémentaires ou supprimer la case. Et si on ajoute des cases supplémentaires, combien on ajoute de cases, etc. C'est-à-dire, en fait, ça s'est posé notamment sur le plan juridique quand il y a eu les questions d'éventuellement inscrire un troisième sexe sur les papiers d'identité. Ou bien autoriser pour les enfants intersexués à la naissance, les autoriser à avoir un statut qui ne soit ni garçon ni fille sur leur acte de naissance, en tout cas pendant une période de 6 semaines, 8 semaines, je ne sais pas, enfin 3 mois. Voilà. Comment on fait en fait? Quelle est la bonne solution pour gérer ça? Moi, je ne crois pas que créer des catégories supplémentaires, c'est-à-dire par exemple sur les papiers d'identité, il y aurait masculin, enfin homme, femme, autre, ou homme, femme, neutre, ou homme, voilà, ou homme, femme, indéterminé. Je ne crois pas que ça serait une solution en fait. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on vivra mieux en ajoutant des boîtes. Puisque, en fait, à la fin, même si vous faites une liste de 25 items possibles pour les identités, il y aura toujours autre, en fait. Finalement, ce qui serait intéressant, ça serait d'essayer de travailler sur une identité humaine qui soit ou qui se situe indépendamment de l'identité sexuée. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que on a tous à gagner à ça, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est être reconnu pour nos qualités intellectuelles, pour la qualité de ce qu'on fait, pour les talents qu'on développe, pour voilà, on veut pas être valorisé en tant que homme, en tant que femme, en tant que personne trans, en tant que... Je crois que c'est pas ça qui est important, mais voilà. Alors là-dessus, je sais que voilà, c'est pareil. Je pense pas que tout le monde sera d'accord. Je pense que c'est un sujet de débat. En tout cas, c'est la question que je voudrais poser, quoi. C'est-à-dire, ça nous fait quoi d'être humain plutôt que personne sexuée? Et qu'est-ce qu'on fait de cette identité humaine? C'est-à-dire, voilà, quelle que soit la personne que je suis, si je veux faire de la science, eh bien, ou si je veux faire de la peinture ou de la sculpture, etc., pourquoi est-ce que mes œuvres doivent être affixées à une identité genrée, sexuée? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça ajoute? Je crois que la question, c'est quel usage on fait du sexe aujourd'hui? Et je crois que c'est une question qui touche en plein la question des transidentités, c'est-à-dire quand on veut changer de sexe à l'état civil, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi c'est important? Tout peut être sujet à discussion, hein, mais est-ce que c'est par
souci de se conformer à son identité réelle? Est-ce que c'est par plaisir de transgression et le sentiment de réaliser un acte extrêmement puissant? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une sorte d'ivresse narcissique? Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce qu'on est content de mettre les pieds dans le plat et de déranger la société et d'inventer un monde nouveau? Est-ce qu'on se sent plus libre d'avoir enfin une identité qu'on s'est forgée soi-même et qui ne nous a pas été imposée? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est un geste politique? Est-ce que c'est un geste thérapeutique? Est-ce que c'est un geste psychanalytique? Est-ce que c'est quoi comme geste? Est-ce que c'est un geste de simplement d'affirmation de soi? Voilà. Il était convenu entre vous que Nicolas allait rester muet pendant tout l'entretien? J'ai pas osé prendre la parole, tout simplement. Je lui ai même laissé 2-3 messages à côté en lui disant: «Non, non, vas-y, hein, je crois que c'est mieux». Ouais, ouais, ouais. Bah, Donc Nicolas, si vous avez des frustrations ou quoi, ou vous pensez qu'il y a des choses à n ajouter, vous non, non, j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement pertinent. Si pouvez le j'avais dire juste maintenant pour vous ouais, taire. j'ai juste une chose que j'ai eu en tête que je voulais dire quand vous parliez Ouais. des boîtes, et Mmh. quand on parlait aussi de toutes ces, nouvelles identités, en fait, qu'on voulait nommer et on commençait à dire, oui, donc il y a, cette liste LGBTQ qui commence à s'allonger. Moi, je me demande si au bout d'un moment, bah, on va pas tout arrêter tout simplement parce qu'on ouvre une boîte. On avait 2 boîtes, on avait la boîte masculin, la boîte féminin, puis on a ouvert et on a créé une nouvelle boîte en disant: «Bah, là, on va mettre tous les gens qui sont un peu comme ça» et puis au bout d'un moment, cette boîte-là, on l'a ouverte, on l'a subdivisée et il y a tellement d'identités qu'à la fin, il y a plus besoin des boîtes. C'était un peu ma petite réflexion, Oui, oui, non, mais en fait, effectivement, en fait, tout est dans le plus dans cette affaire. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin, on a beau avoir désormais 7 symboles, enfin 7 lettres, il y a le plus à la fin qui dit en fait, ça ne suffit pas en fait. Donc ça c'est très important. Et puis effectivement, ben je suis pas sûr qu'on soit au terme de l'ensemble des inventions conceptuelles possibles. Les gens se définissent plus uniquement en termes de sexe et genre, ils se définissent aussi par, comment dire, les types d'amour ou de romance qu'ils peuvent nouer. Il y a la question donc du aromantique, biromantique, panromantique, voilà. Il y a la question des pronoms aussi qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui pose la question de savoir dans quelle mesure la langue française elle-même, elle est dichotomique, elle est binaire, parce qu'on a dans cette langue-là le genre masculin et le genre féminin qui sont des genres grammaticaux aussi. Donc, dans quelle mesure on associe ces genres aux deux sexes et dans quelle mesure il y a une correspondance entre ça? Évidemment, il n'y en a pas en fait, hein, mais dans notre impensé, dans notre inconscient linguistique, comment est-ce que ça se joue? Alors j'aurais aimé savoir si vous avez des recommandations de production culturelle ou autres qui personnellement vous ont marqué et qui vous paraissent être pertinentes quant au sujet d'aujourd'hui. Le premier film qui a énormément compté pour moi, ça serait peut-être le film qui s'appelle Hedwig, Hedwig, de John Cameron Mitchell, qui est une sorte de comédie musicale punk rock un peu folle, qui comprend une méditation sur Platon, le banquet de Platon, mais aussi qui se passe justement sur un monde coupé en deux. Et ce que c'est que de vivre dans un monde coupé en deux, ça commence dans Berlin occupé, donc avec Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et qu'est-ce que ça veut dire que de passer de l'autre côté du Great Divide, de la grande division? On voit ce que c'est qu'un faire un choix à un moment et puis le regretter et puis construire une vie comme ça. C'est un film à la fois très profond philosophiquement, très riche, plein de bonheur et de tristesse aussi, mais aussi porté par une incarnation absolument éclatante et une bande son incroyable. Pourtant, moi, je suis pas du tout amateur de rock à la base, mais là, je trouve qu'il y a un truc un peu David Bowie dans cette affaire qui est très sympa. Donc voilà, moi, Hedwig, ça m'a beaucoup marqué. Et l'autre film qui m'a beaucoup marqué, c'est Tomboy de Céline Sciamma, qui est un classique maintenant, je pense, désormais. Mais
Pourquoi ça m'a marqué, ce film? C'est parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une petite fille dans une famille, tout à fait ordinaire qui un jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait couper les cheveux et elle s'habille en garçon et en fait, on voit, à quel point quelque chose d'aussi insignifiant que ça, c'est-à-dire elle s'habille en garçon. Elle met un pantalon en gros quoi, pas beaucoup plus quoi, mais elle se coupe les cheveux, elle met un pantalon et en fait, ça devient une sorte de film d'horreur. Pas de film d'horreur, il se passe rien de dramatique, mais ce que je veux dire, c'est qu'on regarde ce film où il se passe rien, avec une boule au ventre et à se dire: «Mais qu'est-ce qui va lui arriver?» quoi. On a l'impression qu'on est dans un thriller en fait, voilà, c'est-à-dire, et là on s'aperçoit de comment dire? La puissance du régime de genre en fait. C'est-à-dire le fait qu'un simple geste, innocent comme, taper dans une balle pour une fille, ça suffit à la projeter dans un monde où en fait, elle risque de se faire taper, en fait. Parce que le jour où on va comprendre qu'elle est pas un garçon, mais qu'elle est une fille, et cetera. Donc ça c'est cet aspect voilà, de thriller psychologique, d'angoisse, en fait, liée à rien du tout, finalement, que je trouve, moi, que je trouve très intéressant, très touchant. Voilà, après, il y a énormément d'autres films que je pourrais vous citer. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Wajda, sur un film saoudien, sur une petite fille qui veut réussir un concours de récitation de sourates, mais uniquement pour s'acheter un vélo. Et ça, j'adore parce que ça montre voilà, où peut se loger la subversion, en fait. La subversion se loge dans des choses. Donc évidemment, quand on va comprendre quelle est son intention réelle, ça va mal se passer, mais c'est génial, je trouve, sur la transgression, ça commence avec des toutes petites choses, je veux dire. Il n'y a pas besoin de. Voilà, après, qu'est-ce que. Oh, déjà, c'est pas mal, hein. Je Pas sais pas mal. si ça inspirera nos auditeurs. Moi, en tout cas, j'ai très envie de regarder ce film. Donc, Oh, mais c'est cool. en particulier, là, ce qui m'a marqué, c'est vrai que j'avais pas fait enfin, c'est très intelligent de rapprocher ce questionnement de bipolaire de tout simplement la guerre froide. C'est maintenant que vous l'avez évoqué, ça me paraît évident, mais voilà, je trouve que c'est une excellente analogie en fait. Moi, donc elle est de John Cameron Mitchell. Ben, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Si vous voulez rajouter quelque chose que vous auriez aimé dire et que vous n'avez pas eu l'occasion de dire. Pour moi, voilà, la chose importante que je veux dire aux jeunes personnes qui se poseraient des questions, vous n'êtes obligés à rien. Ne vous laissez pas embringuer dans des modèles, des choses où on vous dirait c'est comme ça et résister aux pressions différentes que vous entendez, qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre en fait. C'est-à-dire il y a une pression par exemple à la non-transformation, il y a une pression à la transformation, vous voyez. C'est-à-dire vous pouvez changer d'identité sans changer d'anatomie, voilà. Donc il n'y a rien qui soit obligatoire. Il n'y a rien qui soit obligatoire et c'est d'autant plus important de le dire que une vie, c'est long en fait. Et l'important, c'est d'être heureux dans cette vie. On change au cours du temps. On a toujours l'impression qu'on est au top de la maîtrise de soi, de son identité, de ce qu'on est et qu'on sait ce qu'on veut. En fait, il y a tellement de raisons de se planter sur ce qu'on est. Personne n'a la réponse pour vous, en fait, ni vos parents, ni vos médecins, ni vos copains, copines. Voilà. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.